Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Je m'appelle Marion et je suis aujourd'hui accompagnée de Anna et de Manon. Bonjour. Afin de parler de la situation compliquée qu'est l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Donc tout d'abord, permettez-moi de définir ce qu'est le handicap. Donc le législateur l'a défini comme toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ou encore d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc il existe plusieurs types de handicap, qui soient visibles, invisibles, temporaires ou permanents. Et donc c'est pour cela que les personnes en situation de handicap nécessitent d'avoir un accès aux soins qui leur est garanti et qui leur est au moins égal à celui des personnes valides. La loi du 11 février 2005, par exemple, a permis d'améliorer leur situation en créant les MDPH, qui sont donc les maisons départementales pour les personnes handicapées. Ces maisons, aujourd'hui, jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais on remarque quand même qu'en réalité, ils font face à plusieurs obstacles. Le premier auquel je peux penser, c'est donc le manque de formation des professionnels de santé. Anna, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, alors effectivement, en France, le nombre de praticiens compétents n'évolue pas de façon de la même vitesse que les besoins. Et donc, par exemple, le domaine de la kinésithérapie, qui est un domaine qui est plutôt prisé pour la rééducation et le traitement du handicap, ne bénéficie pas d'assez de professionnels pour répondre aux besoins. Par exemple, on recense un kiné pour 1000 habitants. Donc, ça complique vraiment l'accès aux soins et la réponse aux besoins. Malgré les garanties qui ont été prévues par le Code de la santé publique, qui prône l'égalité d'accès aux soins, sur le terrain, la réalité est bien différente. Le manque de formation dédiée pour les professionnels de santé est une réalité qui va entraîner des lacunes pour eux. Il y a très peu d'heures qui sont dédiées dans leur formation, voire même pas du tout, ce qui les empêche de prendre connaissance de toutes les diversités de handicaps qui existent et donc de pouvoir les traiter de façon optimale. Par exemple, dans la prise en charge d'un enfant qui serait autiste, un professionnel de santé qui ne serait pas capable, qui n'aurait pas eu l'apprentissage nécessaire pour comprendre comment le traiter, il peut y avoir des soucis dans l'accès aux soins. Par exemple, l'enfant aurait tendance à être anesthésié plus facilement, alors que c'est un acte beaucoup plus grave, afin de devoir éviter les soucis de communication. D'accord, donc si je comprends bien, les professionnels de santé ne sont pas assez bien formés, mais ce n'est pas le seul souci au sein des établissements de santé, puisque ceux-ci peuvent être des fois eux-mêmes des freins à la prise en charge des patients, puisque les infrastructures sont souvent insuffisantes et ne sont pas adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des patients. Par exemple, le Conseil national de l'ordre des médecins, en 2019, il relevait que 77% des personnes en situation de handicap avaient refusé des soins pour cause de manque d'accessibilité. Et donc Manon, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe en réalité ? Oui, alors effectivement, il y a un problème d'accessibilité. Notamment, un usager du service public nous a confié que, par exemple, la bande de guidage s'arrêtait avant l'ascenseur au sol. Donc, il a besoin de compter sur d'autres patients afin de pouvoir être guidé au sein de l'établissement. De même, au sein des équipes de personnel, il n'y a généralement pas de personnes ayant la capacité de communiquer en langue des signes. Donc pour les personnes sourdes ou malentendantes, ça cause également un problème d'accessibilité. Donc ce qui freine énormément les patients dans leur autonomie au sein de leur parcours de santé. Toutefois, il y a quand même des tentatives d'amélioration qui sont mises en place par les pouvoirs publics. Par exemple, on a une ordonnance de 2014 qui a mis en place des agendas de mise en accessibilité pour mettre un coup d'accélérateur à l'aménagement des locaux. Donc concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit de planifier les travaux nécessaires et de mettre en place un suivi plus important de ces travaux de mise en accessibilité pour les patients en situation de handicap. D'accord, donc effectivement, on a quand même des perspectives d'amélioration pour ces établissements, mais les personnes en situation de handicap, ils ont aussi besoin d'avoir un logement qui leur est adapté, puisque souvent, ça devient un lieu de soins. Et donc, il ne faut pas les limiter dans leur déplacement et donc dans leur autonomie. Anna, est-ce que tu penses plutôt que les logements des personnes en situation de handicap répondent correctement à leurs besoins ? Alors effectivement, comme tu l'as mentionné, le logement constitue un lieu de vie, mais il constitue également un lieu de soins pour ces personnes en situation de handicap. Il y a des aides qui existent pour aménager l'habitation. Par exemple, la prestation de compensation du handicap qui a
un angle qui traite l'aménagement du logement, excusez-moi. Et donc, il y a des aides qui peuvent être délivrées afin de pouvoir compenser, par exemple, la modification de la taille d'une porte d'entrée. Cependant, ces aides ne sont pas suffisantes et ne couvrent pas toujours les besoins. Donc, c'est vrai que le logement peine à être complètement adapté. De plus, la loi Elan de 2018 est venue réduire l'obligation d'accessibilité des nouvelles constructions à seulement 20% contre 100% auparavant. Donc on voit au travers ces modifications qu'il y a un vrai recul des droits des patients et leur aménagement n'est pas satisfaisant. D'accord, donc effectivement, de ce que je comprends de ce que tu me dis, les droits des patients ont une volonté d'être vraiment protégés, mais en réalité... il y a quand même d'autres obstacles qui se posent. Et est-ce que dans la vie courante, au-delà des professionnels de santé, il y a d'autres personnes qui peuvent les aider et à améliorer leur situation ? Oui, alors il y a également, au-delà des professionnels de santé, il y a également les personnes qu'on appelle les aidants. Donc ils jouent un rôle central dans le quotidien et le suivi de ces personnes en situation de handicap. Souvent, ce sont des proches du patient qui viennent du coup l'aider afin de limiter cette perte d'autonomie. Et donc l'aidant dispose d'un statut particulier. Toutefois, on estime que son statut n'est pas encore suffisamment reconnu au vu de l'importance qu'il occupe. Et pour donner une comparaison, l'aidant d'une personne âgée dispose d'un statut beaucoup mieux reconnu que celui d'une personne en situation de handicap, alors qu'ils occupent des rôles quasi similaires. D'accord, donc effectivement, l'aidant montre encore plus la disparité qu'il y aurait entre la volonté du législateur d'assurer un accès aux soins qui soit global et vraiment effectif. Et pourtant, de ce que je comprends, en réalité, il y a une énorme disparité. Anna, est-ce que du coup, c'est vraiment le cas ? Oui, on constate un écart entre ce qui est voulu par le législateur et ce qui se passe en réalité, comme on l'a déjà mentionné, notamment sur le fait qu'on a la convention relative aux droits, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui a une divergence de définition avec le législateur français. Donc à partir de ce moment-là, il est compliqué de pouvoir avoir une homogénéité sur les droits et l'accès à la santé particulièrement donc pour ces personnes-là. Ces différentes visions qui vont empêcher du coup d'harmoniser le système de prise en charge et donc de permettre une effectivité complète de leurs droits. De plus, on a aussi d'autres difficultés, par exemple des difficultés financières, comme on l'a vu tout à l'heure, la PCH existe, mais ces aides sont insuffisantes, comme je l'ai déjà mentionné, mais elles sont aussi parfois peu connues et les personnes n'ont pas connaissance qu'elles peuvent en bénéficier, et donc ça complique la volonté du législateur, en fait. D'accord, donc bon, effectivement, pour l'instant, ils sont confrontés à beaucoup d'obstacles, les personnes en situation de handicap, mais Manon, est-ce que peut-être tu peux nous apporter des éléments d'amélioration pour leur situation ? Oui, alors il y a quand même des possibilités en effet d'amélioration, notamment il y a quand même un développement des établissements pluridisciplinaires donc qui vont faciliter la prise en charge des patients. On cherche également à mettre en place une meilleure coordination entre les professionnels de santé et notamment on a le Conseil national de l'ordre des médecins qui a mis en place la commission handicap, donc qui a justement pour but de travailler sur ces points, et on a également la télésanté qui se développe de plus en plus et qui a un axe d'amélioration pour ces personnes, ce qui va permettre d'apporter une fluidification des soins. Et donc c'est vraiment le principal axe d'amélioration pour ces patients. Bon, c'est bien de finir sur cette note, puisque de ce qu'on a vu dans tout ce qui vient d'être dit, les patients en situation de handicap font vraiment face à beaucoup d'obstacles malgré la volonté de leur garantir un accès aux soins efficaces. Donc bon, il y a encore des perspectives d'amélioration et c'est un bon point. Merci d'avoir été là et d'avoir répondu à mes questions, et à bientôt pour un prochain épisode de À vos droits.